Dans le sanctuaire feutré et doré du restaurant le plus exclusif de Paris, où le pouvoir est la principale monnaie d'échange et l'argent n'est qu'un murmure, une jeune serveuse se déplaçait comme un fantôme parmi les titans. Elle était invisible, une simple fonctionnaire dans leur monde de transactions de plusieurs milliards d'euros et de cruauté désinvolte. Mais ce soir-là, deux hommes suintant l'arrogance et la richesse décidèrent d'utiliser une langue étrangère comme arme privée, se moquant de la jeune femme discrète qui leur servait un vin millésimé. Ils la croyaient insignifiante. Ils se croyaient intouchables. Ils étaient sur le point de découvrir que certains secrets ne restent pas enfouis et que les vérités les plus dévastatrices peuvent être livrées dans un allemand parfait et fluide. L'air au céleste était épais de l'odeur du vieil argent et de l'ambition nouvelle. C'était une atmosphère soigneusement orchestrée, du bordeaux profond des banquettes en velours à la douce lueur dorée des lustres en cristal qui pendaient comme des constellations gelées. Ici, les conversations se tenaient à voix basse, le tintement des couverts en argent contre la porcelaine étant le seul son aigu autorisé à percer la bulle de ce privilège extrême. Pour les clients, c'était une forteresse de solitude loin de la ville chaotique à l'extérieur. Pour le personnel, c'était une cage dorée où ils exécutaient chaque soir un ballet silencieux de service, leur propre vie et identité laissées au vestiaire avec les manteaux de fourrure et les mallettes. Élise Schmidt était une maîtresse de ce ballet. À 26 ans, elle possédait une assurance qui démentait son âge et sa position. Ses mouvements étaient économiques et gracieux alors qu'elle naviguait dans les canaux étroits entre les tables, le dos droit, son expression un masque serein de neutralité professionnelle. Elle pouvait décanter un château Margaux 1982 sans en renverser une goutte, décrire le profil de saveur des pétoncles poêlés à la mousse de truffe en 3 langues différentes si nécessaire, et anticiper le besoin d'un client de remplir son verre d'eau avant même qu'il en soit consciemment conscient. Pour la clientèle du Céleste, elle était simplement la serveuse, un élément agréable, efficace et tout à fait oubliable du décor. Personne ne voyait les ombres derrière ses yeux gris et calmes. Personne ne savait que les mains qui débarrassaient si adroitement leurs assiettes avaient autrefois tenu une bourse d'études pour l'université de Heidelberg, l'une des institutions les plus prestigieuses d'Allemagne. Personne ne pouvait deviner que son esprit, actuellement occupé à mémoriser les plats du jour, avait autrefois lutté avec des théories macroéconomiques complexes et disséqué des rapports financiers denses avec une perspicacité qui avait poussé ses professeurs à la considérer comme un prodige. Cette vie semblait un rêve appartenant à quelqu'un d'autre. Elle s'était brisée 3 ans plus tôt, le jour où son père, un biochimiste brillant mais confiant nommé Dr Alistair Schmidt, l'avait appelé en larmes. Sa petite entreprise innovante, Biosolutions Schmidt, une société construite sur une technologie révolutionnaire de purification de l'eau dans laquelle il avait mis toute son âme, avait été vidée de sa substance lors d'une prise de contrôle hostile. Les investisseurs, une impitoyable société de capital investissement, avaient utilisé des tactiques prédatrices, exploitant des failles juridiques et créant une crise de confiance qui avait fait chuter la valeur de son entreprise. Il l'avait achetée pour une bouchée de pain, dépouillé ses actifs, vendu les brevets et laissé son père avec rien d'autre que des dettes écrasantes et un cœur brisé. Le choc avait provoqué un accident vasculaire cérébral massif, laissant Alistair partiellement paralysé et nécessitant des soins 24 heures sur 24. Élise avait abandonné ses études doctorales en Allemagne sans une seconde d'hésitation, retournant en France pour devenir sa principale aidante. La montagne de factures médicales et la dette du sabotage de l'entreprise l'avaient forcée à mener une vie qu'elle n'avait jamais envisagée. Le Céleste, avec sa clientèle fortunée et ses pourboires généreux, était le mieux qu'elle pouvait faire sans un CV récent ou le temps pour une carrière conventionnelle. C'était un moyen pour une fin, une pénitence, une façon de maintenir son père à l'aise dans un établissement de soins décent. Chaque nuit, elle enfermait son passé dans un petit casier dans le vestiaire du personnel, à côté d'une copie usée de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de Keynes. Elle enfilait son uniforme amidonné, lissait ses cheveux blonds en un chignon serré, et devenait le fantôme du Céleste. Ce soir, le fantôme était sur le point d'être vu. Ils arrivèrent à 20 heures précises, entrant dans le restaurant avec une vague invisible de suffisance qui fendait l'air devant eux. L'homme en tête était Henri Delaunay, un nom synonyme de raide d'entreprise et de richesse inimaginable. Il avait la 50aine avancée, une crinière de cheveux argentés, un visage qui semblait taillé dans le granit, et des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver, froid et calculateur. Il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'un requin, son costume sur mesure une armure sombre qui criait le pouvoir. Traînant un pas derrière lui se trouvait son associé, un homme plus jeune et plus mince nommé Grégoire Valois. Grégoire avait l'air avide et légèrement anxieux d'un courtisan, désespéré de plaire à son roi. Il riait un peu trop fort aux plaisanteries d'Henri et scrutait chaque pièce comme s'il en évaluait simultanément la valeur et le niveau de menace. Le maître d'hôtel, un homme qui se targuait de son attitude imperturbable, semblait rapetisser en leur présence, son charme habituel remplacé par une déférence obséquieuse.
Monsieur Delaunay, un plaisir. Votre table habituelle est prête. Elle a intérêt à l'être, Dubois, gronda Henri, sa voix basse et résonnante, sans même prendre la peine d'établir un contact visuel. Ils furent installés dans la section d'Élise, à la table d'angle de choix avec une vue panoramique sur les lumières de la ville. C'était une table réservée aux dieux de ce monde, et ce soir Henri Delaunay était Zeus. Élise s'approcha avec la carafe d'eau, son visage un portrait parfait de politesse servile. « Bonsoir, messieurs. Puis-je vous offrir de l'eau plate ou gazeuse ?» Henri fit un geste dédaigneux de la main, déjà plongé dans sa conversation avec Grégoire. Ce fut Grégoire qui répondit, « Gazeuse. Du Boutils de San Pellegrino. » Élise inclina la tête et se retira. En versant l'eau, elle ne put s'empêcher d'entendre leur conversation, menée en français pour l'instant. Il s'agissait d'une acquisition récente, une start-up technologique qu'ils avaient rationalisée, ce qui, selon les analystes, était le jargon de l'entreprise pour licencier la moitié de ses effectifs. Le conseil d'administration était sentimental, disait Henri, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Il parlait d'innovation et de culture d'entreprise. Je leur ai dit que la culture n'apparaît pas sur un bilan. Nous avons vendu leur division de serveurs à un concurrent pour un bénéfice de 50% en 3 semaines. Fin de l'histoire. Grégoire Glausa. Une classe de maître, Henri. Vraiment. Élise plaça les menus devant eux. Je m'appelle Élise et je serai votre serveuse ce soir. Nos spécialités incluent un risotto aux champignons sauvages avec de la truffe blanche et une sole meunière préparée à votre table. Henri Delaunay la regarda enfin. Son regard n'était pas un regard de reconnaissance, mais d'évaluation, de la manière dont on inspecterait un meuble. Ses yeux la balayèrent de la tête aux pieds, s'attardant une fraction de seconde de trop, une lueur de quelque chose de froid et de dédaigneux dans leur profondeur. Il ne lui dit rien, se tournant plutôt vers Grégoire, puis la langue changea. Siste du, mein liebe Grégoire, commença Henri en allemand clair et précis, son ton passant à celui d'une conspiration désinvolte. Regarde là. Les mains d'Élise ne tremblèrent pas alors qu'elle posait la corbeille à pain sur la table. Sa posture resta droite comme un piquet. À l'intérieur d'elle, cependant, un interrupteur bascula. Un instinct primal profond pour l'immobilité prit le dessus, le genre qu'une créature de la forêt adopte lorsqu'elle sent un prédateur à proximité. Grégoire, manifestement bilingue lui-même, se pencha avec un sourire de conspirateur. Ich sehe, eine hübsche kleine Kellnerin. Sicherlich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Je vois, une jolie petite serveuse. Certainement pas le couteau le plus affûté du tiroir. Élise se redressa, son visage toujours un masque placide. Puis-je vous proposer, messieurs, un apéritif ou une sélection de notre carte des vins avant votre repas, demanda-t-elle en parfait français, sa voix calme et égale. Henri ignora sa question, prenant une gorgée de son eau. Il regarda par la fenêtre, puis de nouveau vers Grégoire, continuant en allemand comme si elle n'était pas là. Das ist es, was ich an solchen Orten liebe. Der Service ist anonym. Man kann über alles reden. Sie sind nur ein Teil der Möbel. C'est ce que j'aime dans des endroits comme celui-ci. Le service est anonyme. On peut parler de tout. Ils ne sont qu'une partie du mobilier. Élise sentit une lente brûlure commencer dans sa poitrine. C'était un sentiment ancien et familier, la piqûre d'être sous-estimé, d'être rendu invisible. Mais c'était différent. C'était plus cru, plus personnel. Elle n'était pas seulement une serveuse. Elle était l'objet de leur amusement privé. Elle se tenait près de la table, attendant, une statue silencieuse de service. Elle le devait. Les soins de son père dépendaient de ce travail, des pourboires d'hommes exactement comme ceux-ci. Elle pouvait l'endurer. Elle avait enduré pire. Mais la nuit était jeune, et Henri Delaunay ne faisait que commencer. Il n'avait aucune idée que le meuble dont il parlait non seulement écoutait, mais comprenait chaque mot venimé. Et il n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'aborder le seul sujet au monde qui pourrait la faire rompre son silence. Le processus de commande fut une démonstration de domination désinvolte. Henri Delaunay ne consulta pas le menu autant qu'il ne le commanda. Nous commencerons avec les huîtres Rockefeller et le steak tartare. Ensuite, 2 côtes de bœuf à l'os, saignantes. Et apportez le Pétrus 2005. Ne m'embêtez pas avec la dégustation. Décantez-le simplement correctement. Il fit un geste de la main, la congédiant à nouveau. Le Pétrus seul était une bouteille de vin à 5000 €. Pour eux, c'était une réflexion après coup. Élise alla chercher la bouteille dans la cave, ses mains se déplaçant avec une précision exercée. Le poids de la bouteille semblait obscène dans sa prise. Il représentait près de 2 mois de frais de l'établissement de soins de son père. Alors qu'elle présentait la bouteille à Henri pour inspection, il jeta un coup d'œil à l'étiquette et hocha la tête sèchement avant de se tourner à nouveau vers Grégoire, reprenant leur conversation en allemand. Also,
Zurück zum Project Étoile du Nord, dit Grégoire, sa voix légèrement baissée, mais toujours parfaitement audible pour Élise alors qu'elle commençait le rituel minutieux de la décantation du vin. Donc, revenons au projet Étoile du Nord. Le sang d'Élise se glaça. Étoile du Nord. C'était le nom de projet interne, le nom de code que la société de capital investissement avait utilisé pour l'acquisition de l'entreprise de son père. Elle l'avait vu sur les quelques documents que l'avocat de son père avait réussi à sauver de l'épave, un nom qui était gravé dans sa mémoire, une marque de pur poison. Son cœur commença à marteler contre ses côtes, un battement de tambour frénétique sous son extérieur calme. Elle garda les yeux baissés, concentrée sur le flux régulier de vin rouge rubis se déversant dans la carafe en cristal. Sa respiration était mesurée. Elle ne pouvait pas réagir. Elle ne le ferait pas. Étoile du Nord war ein Satch von Scanheit, son Herr Henri, un nostalgie cruelle dans ses voix. Il fit tourner le vin que Grégoire lui avait versé, en inhalant son arôme. Der alte Narr Schmidt hat uns alles geglaubt. Le vieil imbécile de Schmidt, il a cru tout ce qu'on lui a dit. Élise tressaillit. L'insulte était si directe, si personnelle. C'était comme un coup physique. Vieil imbécile. Il parlait de son père brillant, doux, confiant. L'homme qui lui lisait de la poésie le soir et lui apprenait à identifier les constellations. L'homme dont l'œuvre de toute une vie était maintenant moquée autour d'une bouteille de vin à 5 000 € par le monstre même qui l'avait détruit. Grégoire rit, un son servile et laid. Sprach immer von ethischen Verpflichtungen und dem Wohl der Menschheit, als ob das die Rechnungen bezahlt. Il parlait toujours d'obligations éthiques et du bien de l'humanité, comme si ça payait les factures. Genot, affirma Henri, se penchant en arrière dans sa chaise. Wir haben die Erzählung geschaffen. Ein paar Gerüchte an die richtigen Journalisten über Cashflow-Probleme. Ein gefälschter interner Bericht, der an seine wichtigsten Investoren durchgesickert ist und darauf hindeutet, dass die Reinigungstechnologie instabil sei. Klassische Panikmacher. Als wir unser Angebot machten, waren sie so panisch, dass sie uns praktisch dafür bezahlten, ihnen das Unternehmen aus den Händen zu nehmen. Le restaurant, le cliquetis des assiettes, le doux murmure des autres conversations, tout s'estompa. Élise était piégée dans une bulle horrifiante avec ces deux hommes, forcée d'écouter un récit en direct de la ruine de sa famille. Elle pouvait tout imaginer, son père faisant les 100 pas dans son bureau, le visage marqué par l'inquiétude alors que les appels arrivaient, sa confiance en ses partenaires s'érodant, son rêve se transformant en cauchemar. Ces hommes n'avaient pas seulement acheté une entreprise, ils avaient orchestré l'effondrement d'un homme. Das Beste war, ajouta Grégoire, des Jeux brillante Admiration, seinen eigenen F&E-Leiter gegen ihn zu verwenden. Wie hieß noch? Peterson. La meilleure partie, c'était d'utiliser son propre chef de RD contre lui. Comment s'appelait-il déjà? Peterson. Petersen, confirma Henri avec un sourire narquois. Wir haben ihm einen Sitz im Vorstand der neuen Mantelgesellschaft versprochen. Alles, was tun musste, war, die Daten zu den Langzeit-Lebensdauertests zu schönen. Der Idiot unterzeichnete eine eidesstattliche Erklärung, in der er sagte, die Technologie habe einen kritischen Fehler, der nach 5 Jahren auftreten würde. Es war natürlich eine komplette Lüge, aber es war der Nagel im Sarg. Schmidts Glaubwürdigkeit war dahin. Élise se souvint du docteur Petersen, un homme que son père avait encadré pendant une décennie, traité comme un fils. La trahison l'avait blessé plus que la perte financière. Elle finit de décanter le vin, ses mouvements robotiques. Elle versa une petite quantité dans le verre d'Henri, puis dans celui de Grégoire, son visage un masque de pierre professionnel et illisible. Mais à l'intérieur, une rage glaciale se formait, solidifiant le chagrin et l'impuissance qu'elle avait ressentis pendant 3 longues années en quelque chose de dur et de tranchant. Ils avaient dépassé les entrées et attendaient maintenant leur steak, le vin coulant à flots. Henri devenait plus expansif, plus arrogant à chaque gorgée. Il désigna Élise avec son verre alors qu'elle remplissait son eau. Il parla légèrement pâteux. Schau sie dir an, wie sie herumschwirrt. Absolut ahnungslos, welche Gespräche direkt unter ihrer Nase stattfinden. Das Gehirn eines Goldfisches in einer hübschen Verpackung. Ihre größte Sorge im Leben ist wahrscheinlich, ob sie genug Trinkgeld für ihre Miete verdient. Regarde-la comme elle plane. Complètement inconsciente des conversations qui se déroulent juste sous son nez. Le cerveau d'un poisson rouge dans un joli emballage. Sa plus grande préoccupation dans la vie est probablement de savoir si elle gagnera assez de pourboire pour son loyer. Grégoire ricana dans sa serviette. Weniger Sorgen, mehr Glück, nehme ich an. Moins de soucis, plus de bonheur, je suppose. C'en était trop. La condescendance, la cruauté, la déshumanisation totale. Il ne s'agissait plus seulement de son père.
Il s'agissait d'elle, et de chaque personne comme elle qui travaillait sans relâche pour être invisible pour le confort d'hommes comme Henri Delaunay. La supposition condescendante que sa vie était petite, son esprit vide, ses soucis insignifiants. Toute la douleur refoulée, les rêves abandonnés, la fureur silencieuse des 3 dernières années fusionnèrent en un seul point de clarté incandescente. Elle n'avait plus rien à perdre. Son père était parti. L'AVC l'avait emporté il y a 6 mois, un fait qui rendait leur moquerie actuelle comme une profanation de sa mémoire. Ce travail n'était qu'une cage. Et Henri Delaunay venait de lui entendre la clé. Les steaks arrivèrent, portés par un autre serveur, mais Élise s'avança pour les poser sur la table. Elle posa d'abord l'assiette d'Henri, puis celle de Grégoire. Ses mains étaient parfaitement stables. Elle ne recula pas. Elle se tint droite, le menton relevé, et regarda Henri Delaunay droit dans les yeux. Pour la première fois de la soirée, il fut obligé de la voir vraiment, non pas comme une fonction, mais comme une personne. Il fronça les sourcils, agacé par sa présence. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il en français, son ton sec et irrité. Élise prit une lente et profonde inspiration, la laissant sortir doucement. Elle sentit un calme étrange et terrifiant s'installer en elle. C'était le calme d'un capitaine sur le point de s'aborder son propre navire pour couler le vaisseau amiral ennemi avec lui. Elle soutint son regard froid et le tint. Puis, dans un allemand académique impeccable, teinté du léger accent éduqué de la région de Heidelberg, sa voix basse mais portant l'autorité froide et claire d'un juge, elle parla. « Es gibt in der Tat ein Problem, Herr Delaunay. » Il y a en effet un problème, Monsieur Delaunay. L'effet fut instantané et absolu. Henri Delaunay se figea en plein mouvement, sa fourchette planant au-dessus de son steak parfaitement cuit. La confiance suffisante due au vin disparut de son visage, remplacé par une vague de choc pur et sans mélange. Sama Quartamba. Ses yeux bleus et froids, qui n'avaient contenu que de l'arrogance dédaigneuse toute la soirée, s'écarquillèrent maintenant de stupéfaction. On aurait dit que la statue de marbre dans le coin venait de se pencher pour lui demander l'heure. Grégoire Valois s'étouffa avec son vin. Il toussota, crachotant dans sa serviette, son visage devenant rouge et tacheté. Il regarda fixement Élise, puis Henri, puis de nouveau Élise, son esprit visiblement incapable de comprendre ce qui se passait. Le silence à leur table devint soudain un vide, aspirant les sons ambiants du restaurant. Élise n'y flancha pas. Elle maintint le regard d'Henri, ses propres yeux comme des éclats de silex gris. Elle avait toute son attention, sans partage. Pour la première fois, il la voyait vraiment, et il était terrifié. Elle continua dans le même allemand calme et mortel. Zuerst möchte ich eine kleine grammatikalische Korrektur vornehmen. Man sagt nicht, das Gehirn eines Goldfisches. Der Genitiv von Goldfisch ist, des Goldfisches. Wenn Sie jemanden in einer Sprache beleidigen wollen, von der Sie glauben, dass sie überlegen macht, sollten Sie zumindest die Grundlagen beherrschen. D'abord, j'aimerais corriger un petit point de grammaire. On ne dit pas le cerveau d'un poisson rouge. Le génitif de goldfish est des goldfish. Si vous comptez insulter quelqu'un dans une langue qui, selon vous, vous rend supérieur, vous devriez au moins en maîtriser les bases. C'était une coupe de chirurgien, précise, dévastatrice et totalement inattendue. Elle n'avait pas seulement révélé qu'elle comprenait. Elle avait affirmé sa supériorité intellectuelle dans la langue même qu'il avait utilisée comme bouclier. Grégoire semblait vouloir que le sol l'engloutisse. Henri, cependant, se remettait du choc initial, son expression se durcissant en un masque de fureur. Le sang revenait à son visage, l'infusant d'un violet marbré dangereux. « Mais pour qui diable vous prenez-vous » gronda-t-il, repassant au français, sa voix un grognement sourd. Élise ne changea pas de langue. Elle resta en allemand, le forçant à la rencontrer sur le terrain qu'elle avait choisi. « Wer ich bin » demanda-t-elle, un sourire triste et ironique touchant ses lèvres un instant fugace. « Ich bin diejenige, deren größte Sorge weit über das Trinkgeld für die Miete hinausgeht. Obwohl das, dank Ihnen, tatsächlich ein Anliegen ist. Ich bin diejenige, deren Goldfischgehirn Magna cum laude in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Heidelberg abgeschlossen hat. Qui je suis? Je suis celle dont la plus grande préoccupation va bien au-delà du pourboire pour le loyer. Bien que, grâce à vous, ce soit en effet un souci. Je suis celle dont le cerveau de poisson rouge a obtenu son diplôme avec la mention très honorable en sciences économiques de l'université de Heidelberg. Elle fit un petit pas en avant, sa voix baissant encore plus, la rendant plus intense, plus personnelle. Aber das ist nicht der Name, den Sie sich merken sollten. Sie sollten sich an einen anderen Namen erinnern. Einen Namen, den Sie als den alten Narren bezeichnet haben. Mais ce n'est pas le nom que vous devriez retenir. Vous devriez vous souvenir d'un autre nom.
Un nom que vous avez qualifié de vieil imbécile. Point. Elle laissa les mots en suspens dans l'air pendant un instant, observant l'horreur naissante, puis enfin la reconnaissance dans les yeux d'Henri. Il savait. Il faisait le lien, son accent, sa fluidité, sa présence ici. My name is Elise Schmidt, dit-elle, sa voix vibrant de 3 ans de chagrin et de rage refoulée. Dr. Alistair Schmidt war mein Vater. Mon nom est Elise Schmidt. Le docteur Alistair Schmidt était mon père. Si ses premiers mots avaient été une gifle, ceci était un bélier. Henri Delaunay recula physiquement sur son siège. Le nom prononcé à haute voix confirmait sa pire crainte. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un règlement de compte. L'élégance feutrée du céleste s'était évaporée. Les convives des tables voisines s'étaient tus. Leurs fourchettes étaient suspendues, leurs têtes tournées. Ils ne comprenaient peut-être pas l'allemand, mais ils comprenaient le langage universel de la confrontation. Ils voyaient le puissant milliardaire se recroqueviller sur son siège et la serveuse silencieuse se tenir au-dessus de lui comme un ange vengeur. Élise n'avait pas fini. Le barrage avait cédé, et les mots se déversèrent, non pas dans un torrent de colère, mais dans une mise en accusation contrôlée et d'une précision glaçante. Elle continua en allemand, les yeux rivés sur lui. Sie sprachen vom Projekt Étoile du Nord. Ich habe jedes Wort gehört. Wie sie die Lügen über die Instabilität der Technologie verbreitet haben. Wie sie Dr. Petersen, den Mann, den mein Vater wie einen Sohn behandelte, dazu gebracht haben, seine Forschung zu verraten. Wie sie damit geprahlt haben, ihn mit einem wertlosen Vorstandssitz in einer Mantelgesellschaft bestochen zu haben. Vous avez parlé du projet Étoile du Nord. J'ai entendu chaque mot. Comment vous avez répandu les mensonges sur l'instabilité de la technologie. Comment vous avez poussé le docteur Petersen, l'homme que mon père traitait comme un fils, à trahir ses recherches. Comment vous vous êtes vanté de l'avoir soudoyé avec un siège sans valeur au conseil d'administration d'une société écran. Sa voix trembla pour la première fois, mais elle la maîtrisa instantanément. Sie haben nicht nur seine Firma gestohlen, Herr Delaunay. Sie haben seinen Geist gebrochen. Der Schlaganfall, den er eine Woche, nachdem sie die endgültige Unterschrift erzwungen hatten, erlitt, war kein Zufall. Ihre feindliche Übernahme war ein Todesurteil. Sie saßen hier und tranken Wein im Gegenwart dessen, während sie darüber lachten, sein Leben zerstört zu haben. Er ist vor 6 Monaten gestorben. Ich hoffe, der Wein hat Ihnen geschmeckt. Vous n'avez pas seulement volé son entreprise, Monsieur Delaunay. Vous avez brisé son esprit. L'AVC qu'il a subi une semaine après que vous ayez forcé la signature finale n'était pas une coïncidence. Votre prise de contrôle hostile était une condamnation à mort. Vous étiez assis ici à boire son équivalent en valeur en vin tout en riant de la destruction de sa vie. Il est mort il y a 6 mois. J'espère que vous avez apprécié le vin. La dernière phrase, livrée avec une finalité glaciale, resta suspendue dans l'air comme un éclat de verre. Henri était sans voix. Il était complètement exposé. Sa conversation war meist new. Il regarda autour de lui, affolé, voyant les yeux curieux et jugeurs de ses pairs sur lui. La façade soigneusement construite du titan intouchable avait été brisée par une serveuse dans un restaurant feutré. Grégoire, pâle comme un linge, retrouva enfin sa voix, balbutiant en français. Écoutez, ce n'est pas la peine. C'était une conversation privée. Élise tourna son regard froid sur lui. Elle répliqua en allemand. Es war keine private Unterhaltung. Es war eine öffentliche Zurschaustellung von Arroganz. Und jetzt ist es eine öffentliche Zurschaustellung der Wahrheit. Ce n'était pas une conversation privée. C'était une démonstration publique d'arrogance. Et maintenant, c'est une démonstration publique de la vérité. Elle se redressa. Son devoir accompli. La rage en elle remplacée par un vide immense et douloureux. Elle revint au français, sa voix nette et professionnelle, le masque de la serveuse se remettant en place une dernière fois. C'était le geste le plus puissant qu'elle pouvait faire. Y aura-t-il autre chose, messieurs? Henri Delaunay se leva enfin d'un bond, sa chaise raclant bruyamment contre le sol poli. Son visage était un masque foudroyant de fureur et d'humiliation. Vous êtes viré, hurla-t-il, pointant un doigt tremblant vers elle. Vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Avant qu'Élise ne puisse répondre, Monsieur Dubois se matérialisa à ses côtés. Il avait entendu l'agitation et vu tout l'échange. Il regarda le milliardaire tremblant et furieux, puis la serveuse incroyablement calme, et la douzaine de perdus de l'élite de la ville qui le regardaient. Il fit un calcul. Monsieur Delaunay, dit Dubois, sa voix ferme, son accent français épais d'autorité. Mademoiselle Schmidt est mon employée, pas la vôtre. Et dans mon établissement, nous ne tolérons pas les abus envers notre personnel. Peut-être est-ce vous qui devriez partir. Le souffle collectif des tables environnantes fut audible.
Dubois venait de choisir une serveuse plutôt qu'un de ses plus riches clients. Élise sortit un petit portefeuille en cuir noir de la poche de son tablier. D'une main ferme, elle le posa sur la table à côté du steak non mangé d'Henri. « Votre addition, monsieur Delaunay, dit-elle, sa voix égale, y compris le Pétrus. » C'était l'acte ultime de défi. Elle ne se contentait pas de l'exposer, elle lui présentait la facture pour cela. Henri fixa l'addition, puis Élise, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Vaincu, humilié et totalement réduit au silence, il jeta quelques billets sur la table, attrapa son manteau et sortit du restaurant en trombe, Grégoire trottinant derrière lui comme un chien châtié. Au moment où ils furent partis, une chose étrange se produisit. Une vague de 12 applaudissements spontanés éclata des tables environnantes. Ce n'était pas fort ou bruyant, mais c'était indubitable. C'était un murmure de soutien, de respect, une reconnaissance silencieuse du courage dans un endroit où il était si rarement vu. Élise hocha simplement la tête, un merci silencieux aux visages anonymes. Puis elle se retourna et marcha, sans courir, vers le sanctuaire de la sortie du personnel. La porte de la cage dorée, enfin ouverte. Au moment où les portes battantes de la cuisine se refermèrent derrière elle, le sang-froid d'Élise s'effondra. Elle s'appuya contre le mur froid en acier inoxydable, ses jambes se sentant soudain comme de l'eau. Sa respiration venait en halètement saccadé et frissonnant. L'adrénaline qui avait alimenté sa juste fureur s'estompa, laissant derrière elle l'épuisement profond, jusqu'à l'os, d'un soldat après une longue et brutale guerre. La victoire semblait vide, éclipsée par la nouvelle vague de chagrin qui la submergea. Elle avait dit la vérité. Elle avait vengé la mémoire de son père d'une petite manière, mais cela ne le ramènerait pas. Les larmes qu'elle ne s'était pas autorisée à verser depuis des mois coulaient silencieusement sur ses joues, non pas de tristesse, mais de pure libération cathartique. Ses collègues, les autres serveurs et le personnel de cuisine, qui avaient assisté à la fin de la confrontation par le hublot de la porte, gardaient une distance respectueuse. Ils ne voyaient pas ses larmes comme une faiblesse, mais comme les séquelles d'une démonstration monumentale de force. Le chef cuisinier, un homme costaud nommé Antoine, posa discrètement un verre d'eau sur un plan de travail voisin pour elle. C'était un petit geste de solidarité dans leur monde partagé de service. Quelques minutes plus tard, M. Dubois entra dans la cuisine. Son visage, habituellement un masque de stress professionnel, était inhabituellement doux. Il s'approcha prudemment d'Élise. « Mademoiselle Schmidt, commença-t-il doucement. « Élise, ça va ?» Elle s'essuya les yeux avec le dos de sa main et se redressa, essayant de retrouver un semblant de professionnalisme. « Excuse, Monsieur Dubois. J'ai perdu mon sang-froid. Je comprends si vous devez me laisser partir. Je vais vider mon casier. » Dubois level la main. « Vous laissez partir, Élise ? Ce que vous avez fait, cela a demandé un courage que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Cet homme, Delaunay, c'est un tyran qui croit que son argent fait de lui un roi. Ce soir, vous lui avez montré qu'il n'est qu'un homme, et un homme cruel de surcroît. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux clairsemés. « Je ne vais pas vous mentir. Il essaiera probablement de causer des problèmes à ce restaurant. Il est puissant. Mais le Céleste a une réputation qui précède Henri Delaunay, et elle perdurera longtemps après qu'il aura été oublié. Ma réputation, cependant, ne survivrait pas si je renvoyais une employée pour avoir défendu sa dignité et l'honneur de sa famille. » Il marqua une pause, son expression sérieuse. « Vous avez une place ici aussi longtemps que vous le voudrez. Prenez le reste de la soirée. Rentrez chez vous et reposez-vous. » Élise était stupéfaite. Dans un monde où le client avait toujours raison, surtout un client qui pouvait acheter et vendre tout le pâté de maison, son directeur avait choisi de la soutenir. « Merci, monsieur, murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires dans son casier, son sac à main usé, son manteau et le vieux manuel d'économie, elle sentit un profond changement dans sa propre perception. Elle était entrée au travail ce soir-là comme un fantôme résigné à son sort. Elle en sortait en tant qu'Élise Schmidt, fille d'Alistair Schmidt, une femme qui avait dit la vérité au pouvoir et qui n'avait pas été abattue. L'histoire, cependant, ne s'est pas terminée lorsqu'elle a franchi la porte. À l'insu de tous à ce moment-là, l'un des clients qui avait assisté à tout le drame était Evelyne Renaud, une journaliste d'investigation chevronnée pour Le Monde. Elle dînait avec une source officieuse, mais la scène à la table de Delaunay était rapidement devenue la seule histoire dans la salle. Evelyne, qui avait un flair pour l'hypocrisie et une aversion profonde pour les prédateurs d'entreprise, avait enregistré la dernière partie de l'échange sur son téléphone, capturant la sortie furieuse de Delaunay et les applaudissements qui s'ensuivirent. Elle ne comprenait pas l'allemand, mais elle comprenait la dynamique du pouvoir. Elle passa l'heure suivante à interroger discrètement deux autres convives et un commis de salle,
reconstituant le récit. Elle avait les noms, Henri Delaunay et Élise Schmitt. Le temps qu'Élise soit dans le métro pour rentrer chez elle, son histoire prenait déjà vie. Le lendemain matin, elle éclata. L'article d'Evelyne Renaud fut publié en première page de l'édition numérique du Monde sous un titre retentissant. Le milliardaire était la serveuse du Céleste. Comment une conversation secrète en allemand a révélé le cœur pourri d'un raideur d'entreprise. L'article était un chef-d'œuvre de journalisme narratif. Il détaillait la scène au restaurant avec une touche cinématographique, contrastait l'immense richesse de Delaunay avec la dignité tranquille d'Élise. Et surtout, Evelyne avait fait ses devoirs pendant la nuit. Elle avait fait des recherches croisées sur Étoile du Nord et Schmitt et découvert les détails de base de la prise de contrôle hostile de Biosolutions Schmitt. Elle brossait un tableau dévastateur d'un scientifique brillant ruiné par un prédateur sans cœur. L'histoire d'Élise, la prodige forcée de devenir serveuse pour s'occuper de son père mourant, était le cœur émotionnel qui fit exploser l'histoire. À 9 heures du matin, #serveuse du Céleste était en tendance sur les réseaux sociaux. L'histoire était partout. C'était le conte parfait de David contre Goliath pour l'ère numérique. Les gens la partageaient avec des commentaires furieux sur la cupidité des entreprises et des éloges sincères pour la bravoure d'Élise. Quelqu'un a déterré ses dossiers académiques de Heidelberg, confirmant son histoire. Une photo de son père, le docteur Alistair Schmitt, acceptant un prix pour l'innovation, a commencé à circuler. Les retombées pour Henri Delaunay furent immédiates et catastrophiques. Le cours de l'action de sa société phare, Delaunay Capital, commença à chuter dès l'ouverture du marché. Son conseil d'administration, les mêmes personnes qui avaient applaudi ses tactiques impitoyables en privé, étaient maintenant terrifiées par le cauchemar des relations publiques. L'histoire ne portait pas seulement sur le fait qu'il était un sale type dans un restaurant. Elle portait sur les méthodes frauduleuses qu'il avait utilisées dans l'acquisition d'Étoile du Nord. La mention d'un chercheur soudoyé et d'un rapport fabriqué sur la viabilité de la technologie attira l'attention de plus que le simple public. Elle attira l'attention de l'autorité des marchés financiers, AMF. Grégoire Valois fut la première victime. Il fut renvoyé avant le déjeuner, un agneau sacrificiel offert dans une tentative désespérée de contenir les dégâts. Delaunay publia des excuses à demi-mot, révisées par un avocat, pour son langage inapproprié, que le public déchira immédiatement comme étant peu sincère. Pour Élise, la journée fut un tourbillon surréaliste. Son téléphone, un appareil prépayé bon marché, vibrait sans cesse d'appels et de textes de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Des journalistes campaient devant son petit immeuble d'appartement. Elle resta à l'intérieur, regardant l'histoire se dérouler sur son ordinateur portable, se sentant détachée, comme si elle lisait l'histoire de quelqu'un d'autre. Puis, en fin d'après-midi, un email arriva qui perça le bruit. L'expéditeur était Romain Chevalier, le PDG de Phoenix Capital, une société d'investissement rivale connue pour son accent sur les entreprises durables et éthiques. Chevalier était un admirateur de longue date du travail de son père et avait même essayé de s'associer avec Biosolutions Schmitt des années auparavant, avant que Delaunay ne rafle la mise. L'email était bref et direct. Objet, l'héritage de votre père. Chère mademoiselle Schmitt, je viens de lire l'article dans Le Monde. J'ai connu votre père et je sais ce que le monde a perdu lorsque son travail a été démantelé. Ce que vous avez fait hier soir a demandé un courage incroyable. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est l'intellect qui était si clair dans votre démolition de Monsieur Delaunay. Mon entreprise, Phoenix Capital, lance une nouvelle division axée sur l'identification et le financement de l'innovation technologique socialement responsable. Exactement le genre de travail que votre père défendait. Nous avons besoin de quelqu'un pour la diriger. Quelqu'un avec une formation en économie, une compréhension de la technologie et une boussole morale irréprochable. Ce n'est pas un geste de pitié. C'est une offre d'emploi. Je crois que vous êtes la personne la plus qualifiée pour ce rôle. Si vous êtes intéressé, ma porte est toujours ouverte. Cordialement, Romain Chevalier. Élise lut l'email 3 fois. Ses mains tremblaient. Mais cette fois, ce n'était pas de peur ou de choc. C'était d'espoir. Une lueur fragile et inconnue d'espoir renaissant des cendres de son passé. Ce n'était pas seulement un travail. C'était une chance de reprendre son propre avenir et de continuer l'héritage de son père d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'écho de ses paroles au Céleste n'avait pas seulement démoli un tyran. Il lui avait construit un pont vers une nouvelle vie. Une semaine après l'incident au Céleste, le monde avait irrévocablement changé pour Élise Schmitt et Henri Delaunay. Pour Delaunay, la chute fut rapide et brutale. L'AMF lança une enquête officielle sur l'acquisition d'Étoile du Nord, citant l'article d'Evelyne Renaud. Le docteur Petersen, le chercheur que Delaunay avait soudoyé, vit le vent tourner. Confronté à de possibles accusations fédérales, il accepta de coopérer pleinement avec les enquêteurs,
fournissant des preuves des rapports fabriqués et des termes de son accord illicite avec Delaunay Capital. Le scandale n'était plus une question d'opinion publique. C'était une question d'enquête criminelle. Delaunay fut contraint de démissionner de son poste de PDG, son nom étant désormais un actif toxique. L'empire qu'il avait bâti sur la peur et l'intimidation s'effondrait sous le poids d'une seule conversation remplie de vérité. Pour Élise, l'ascension fut tout aussi rapide, mais bien plus profonde. Après un week-end de réflexion approfondie, elle avait accepté l'offre de Romain Chevalier. Elle entra dans les bureaux étincelants du centre-ville de Phoenix Capital, non pas comme serveuse, mais comme la nouvelle directrice de l'initiative pour l'innovation éthique. Le contraste avec sa vie antérieure était saisissant. Au lieu d'un casier exigu pour le personnel, elle avait un bureau d'angle spacieux avec une vue qui rivalisait avec celle du Céleste. Au lieu d'un uniforme amidonné, elle portait un tailleur simple mais élégant qui lui semblait à la fois une armure et une libération. Ses collègues ne la regardaient pas à travers, ils se tournaient vers elle pour obtenir des conseils et de l'expertise. Sa première réunion fut avec Romain Chevalier lui-même. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec des yeux bienveillants et une poignée de main ferme, l'antithèse d'Henri Delaunay. « Élise, dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. Je veux être clair sur la raison de votre présence ici. Le monde est plein de gens intelligents. Il est plein d'économistes et d'analystes financiers. Ce qui est rare, c'est la sagesse. La sagesse de savoir que la manière dont vous gagnez de l'argent est tout aussi importante que la somme que vous gagnez. Votre père avait cette sagesse. Et d'après tout ce que j'ai vu, vous aussi. » Il fit glisser un dossier sur la table polie. « Ceci est notre premier projet pour la nouvelle division. C'est un portefeuille de startups travaillant sur tout, de l'agriculture durable aux diagnostics médicaux abordables. Je veux que vous les évaluiez. Trouvez celles qui ont le potentiel de changer le monde pour le mieux. Trouvez les prochaines biosolutions Schmitt. Et cette fois, assurons-nous de les protéger. » En ouvrant le dossier, Élise vit une liste de noms et d'idées débordant d'espoir et d'ingéniosité. C'était comme rentrer à la maison. La partie de son cerveau qui était en sommeil depuis 3 ans, celle qui aimait les données et les systèmes complexes, se ralluma. Mais maintenant, elle était tempérée par la sagesse durement acquise de son expérience. Elle ne regarderait pas seulement les bilans, mais les gens derrière eux. Elle n'écouterait pas seulement ce qu'ils disaient, mais comment ils le disaient. Son premier acte majeur en tant que directrice fut personnel. Utilisant ses nouvelles ressources et relations, elle engagea des poursuites judiciaires pour réacquérir les brevets de la technologie de purification de l'eau de son père. Delaunay Capital, maintenant en déroute et désespéré de se défaire de ses actifs toxiques, régla l'affaire presque immédiatement, les revendant pour une fraction de leur valeur réelle. Élise créa une fondation au nom de son père, plaçant les brevets dans une fiducie publique pour être concédés sous licence à faible coût aux pays en développement. L'œuvre de la vie de son père servirait enfin le bien de l'humanité, comme il l'avait toujours voulu. Un soir, environ un mois après le début de son nouveau rôle, Élise se retrouva à travailler tard. En faisant son porte-document, elle regarda par la fenêtre de son bureau la tapisserie tentaculaire des lumières de la ville. Loin en dessous, nichée parmi les gratte-ciel, elle pouvait juste distinguer la lueur chaude du céleste. Elle pensa à la fille qu'elle avait été, le fantôme dans la cage dorée, se déplaçant silencieusement avec son chagrin. Elle avait pensé que la force signifiait endurer la douleur, la cacher. Elle réalisait maintenant que la vraie force était de la dire à voix haute, peu importe le coût. Elle n'avait pas cherché la vengeance. La vengeance était un feu qui consumait tout. Ce qu'elle avait accompli était quelque chose de plus durable, la justice. Et des cendres de cette confrontation, quelque chose de nouveau et de bon essai. L'héritage de son père était en sécurité. Son propre avenir, autrefois un paysage sombre d'obligations, était maintenant un horizon de possibilités illimitées. Elle éteignit la lumière de son bureau, laissant la ville à son scintillement nocturne. Elle n'était plus une serveuse au service des puissants. Elle était l'une d'entre eux maintenant, mais à ses propres conditions, guidée par un ensemble différent de valeurs. Élise Schmitt était enfin libre, non seulement de son passé, mais libre de construire un avenir meilleur. Le fantôme du céleste avait trouvé sa voie, et c'était une voie qui aiderait désormais à façonner le monde. 6 mois passèrent. Le froid de l'automne céda la place au gel profond de l'hiver, et avec le changement des saisons, le paysage de la vie d'Élise se transforma complètement. Elle n'était plus définie par le traumatisme de son passé, mais par la promesse de l'avenir qu'elle construisait activement. Chez Phoenix Capital, elle n'était pas seulement une employée. Elle était une force. Elle se déplaçait avec une confiance tranquille et méritée. Son intelligence n'était plus une arme cachée, mais un outil qu'elle utilisait quotidiennement pour construire, nourrir et autonomiser. Son premier grand succès fut le financement de Vidian Dynamics, une petite start-up.
Fondée par deux ingénieurs brillants mais sous-financés qui avaient développé un polymère biodégradable pour remplacer les plastiques à usage unique. Élise avait vu au-delà de leur présentation chancelante et au cœur de leur science. Reconnaissant la même étincelle de potentiel de changement mondial que son père avait possédé, elle défendit leur cause au sein de Phoenix, structurant un accord qui leur donnait le capital dont ils avaient besoin sans sacrifier leur mission. Le projet fut un succès retentissant, suscitant les éloges des groupes environnementaux et positionnant Phoenix Capital à l'avant-garde de la révolution des technologies vertes. Romain Chevalier avait pris l'habitude de l'appeler l'architecte, car elle ne se contentait pas de trouver l'innovation, elle construisait les cadres pour qu'elle puisse prospérer. Les nouvelles concernant Henri Delaunay devinrent un bruit de fond, un écho lointain d'une bataille gagnée depuis longtemps. Il était embourbé dans des procédures judiciaires, sa fortune s'épuisant en frais d'avocat et amendes de l'AMF. Son nom était une blague dans les cercles financiers, une mise en garde contre l'ubris. Élise ne ressentait aucune satisfaction de sa chute, seulement un sentiment détaché d'une équation enfin équilibrée. Elle se concentrait sur la construction, pas sur la destruction. Un mardi après-midi vif, un email atterrit dans sa boîte de réception qui perça le calme de sa nouvelle réalité. Le nom de l'expéditeur était Grégoire Valois. Élise fixa le nom, une douleur fantôme de mémoire refaisant surface. Elle se souvint de son rire servile, de son visage pâle et paniqué dans le restaurant. Elle faillit supprimer l'email, mais un sentiment de curiosité non résolu retint sa main. Elle l'ouvrit. Le message était court, dépouillé du jargon d'entreprise qu'il avait autrefois débité. Mademoiselle Schmidt, je sais que vous n'avez aucune raison de lire ceci, et encore moins d'y répondre. Je n'écris pas pour demander pardon, car je sais que je n'y ai aucun droit. J'écris pour vous demander 5 minutes de votre temps. Il y a des choses que je sens que je dois vous dire en personne, non pas comme une excuse, mais comme une explication. Je serai au café au coin de votre immeuble, le Grain quotidien, demain à 13h. Si vous ne venez pas, je comprendrai parfaitement et ne vous dérangerai plus. Sincèrement, Grégoire Valois. Son premier instinct fut de refuser. Pourquoi remuer la nuit la plus laide de sa vie? Mais en y réfléchissant, elle réalisa que cela ne le concernait pas lui. Cela la concernait elle. Il s'agissait de clore le dernier chapitre, de comprendre l'anatomie complète du système qui avait victimisé sa famille. Elle avait besoin de voir ce qu'il advenait des hommes qui n'étaient pas des titans, mais simplement les hommes qui les soutenaient. Le lendemain, elle entra dans le Grain quotidien. Grégoire était assis à une petite table au fond, et il était presque méconnaissable. Le costume chic avait disparu, remplacé par un pull effiloché. Son visage était émacié, ses yeux cernés d'une lassitude qui allait au-delà de la simple fatigue. Il ressemblait à un homme qui avait été vidé de sa substance. Il tressaillit en la voyant, puis se leva maladroitement. « Mademoiselle Schmidt. Élise. Merci d'être venue. »« J'ai 5 minutes, monsieur Valois, dit-elle, son ton neutre alors qu'elle restait debout. Il hocha la tête, désignant la chaise vide. « S'il vous plaît. » Elle s'assit, la posture droite, les mains jointes sur la table. « Je ne sais pas par où commencer, » commença-t-il, la voix rauque. « J'ai tout perdu après cette nuit. Mon travail, ma réputation, ma fiancée m'a quitté. Je méritais tout ça. Pendant des mois, j'étais juste en colère contre Delaunay, contre la journaliste, même contre vous. Mais c'était la solution de facilité du lâche. » Il baissa les yeux sur ses mains. « La vérité, c'est que je savais ce qu'était Delaunay. Je savais que l'affaire Étoile du Nord était pourrie. J'ai vu comment il fonctionnait, comment il appréciait la cruauté. Et j'ai suivi. Je l'admirais. Je voulais être lui. Je me disais que c'était juste des affaires, que des gens comme votre père n'étaient que des dommages collatéraux malheureux mais nécessaires sur la voie du succès. » Il leva enfin les yeux et Élise vit des larmes monter dans ses yeux. « Ce que je veux dire, c'est que je suis désolé. Je suis désolé pour ma part dans ce qui est arrivé à votre père. Je suis désolé pour ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, et ce que je n'ai pas fait. J'étais une goule se nourrissant des restes de la table d'un monstre. Et j'avais besoin de vous le dire en face. » Élise écouta, son expression illisible. Elle s'était attendue à des excuses, des plaidoyers, une tentative désespérée de manipulation. Elle ne s'était pas attendue à cette confession brute et pathétique. Elle vit en lui non pas un méchant, mais un échec profond et tragique de caractère. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que je dois recommencer à zéro, dit-il. Et je ne peux rien construire de nouveau sur une fondation de mensonges. Je travaille comme magasinier dans un entrepôt à Saint-Denis. C'est un travail honnête. C'est calme. Ça me donne beaucoup de temps pour réfléchir. Et j'ai réalisé que la seule personne que je trompais vraiment à l'époque, c'était moi-même. » Élise resta silencieuse un long moment. Elle pouvait le détruire avec quelques mots froids.
Elle pouvait s'en aller et le laisser dans son apitoiement. Mais c'était la manière de Delaunay. Ce n'était pas la sienne. La rédemption ne consiste pas à obtenir le pardon de ceux que vous avez lésés, Monsieur Valois, dit-elle, sa voix plus douce maintenant, mais non moins ferme. C'est une dette que vous payez à vous-même. On ne répare pas le passé en s'excusant. On l'expie par ce qu'on fait ensuite. Trouvez un moyen de faire le bien. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Soyez juste un homme meilleur que vous ne l'étiez. C'est la seule excuse qui comptera jamais. Elle se leva. Je vous souhaite la paix, Monsieur Valois. Sur ce, elle se tourna et sortit, lui laissant son dernier cadeau inattendu, une feuille de route, non pas vers son pardon, mais vers son propre salut. Ce soir-là, Élise fit une réservation. Elle entra au Céleste, non pas par l'entrée du personnel, mais par les grandes portes d'entrée. Elle fut accueillie non pas avec l'attente du service, mais avec la révérence accordée à une légende. Monsieur Dubois lui-même s'avança, son visage s'illuminant d'un large sourire sincère. « Élise, c'est un honneur de vous revoir. »« L'honneur est pour moi, Jean-Pierre, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Une table pour une, s'il vous plaît. » Il n'hésita pas. Il la conduisit personnellement à travers le tapis moelleux, devant les yeux curieux de la nouvelle vague de clients, et l'installa à la table d'angle de choix, sa table. Assise là, regardant les mêmes lumières de la ville, elle sentit les derniers vestiges du fantôme qu'elle avait été s'estomper. Elle était désormais l'architecte de son propre monde. Elle commanda un repas simple et élégant et un verre de Sancerre. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, non pas comme une ancienne serveuse émerveillée, mais comme une femme qui connaissait sa propre valeur. Son repas fut une célébration silencieuse de son parcours. C'était un hommage à son père, une réappropriation d'un espace qui avait été autrefois le lieu de sa plus profonde humiliation, et un toast à l'avenir sans limite. Quand l'addition arriva, elle la paya, laissant un pourboire généreux à la jeune serveuse qui l'avait servie, une fille aux yeux vifs et pleins d'espoir, qui rappelait un peu à Élise elle-même. Cette histoire est un puissant rappel qu'il y a souvent plus chez les gens qu'il n'y paraît. Derrière un uniforme ou un titre de poste, il peut y avoir une richesse d'expérience, d'intelligence et d'histoires inédites. Le parcours d'Élise nous montre que la dignité n'est pas quelque chose qui peut être enlevé par le mépris ou l'arrogance. C'est quelque chose que nous revendiquons pour nous-mêmes. Son courage de dire sa vérité face à un pouvoir écrasant n'a pas seulement démasqué un homme cruel. Il a libéré son propre potentiel et reconquis l'héritage de son père. C'est un témoignage de l'idée qu'une seule voix parlant avec conviction peut en effet changer le monde, ou du moins son petit coin de celui-ci. L'histoire de la résilience, de la justice et du pouvoir triomphant de l'esprit humain est une source d'inspiration éternelle, un rappel que l'intégrité et le courage sont des forces qui peuvent remodeler les destins.